mesure des étapes. Donc, on va encadrer, quand on est directeur de programme, des projets de transformation business, de redesign de corps modèle, de déploiement à l'international ou de maintien en conditions opérationnelles. Après, on a tous des spécialisations sur les secteurs. Moi, j'ai un profil plutôt industrie. Donc, j'ai beaucoup fait l'automobile, la pharmacie, le secteur manufacturing. Et dernièrement, je travaillais dans tout ce qui était l'industrie du luxe et de la fashion. Pourquoi je suis monté un peu sur le directeur de programme, c'est qu'en fait, moi, je voulais plus être dans l'organisation du travail que dans la réalisation du travail. Je voulais sortir de l'expérience fonctionnelle slash technique sur SAP, de faire des spécifications, de délivrer, pour un peu penser un peu plus global. Parce que ce poste, en fait, rapidement, vous allez être beaucoup plus global que juste une partie d'un S4. Vous allez vous intégrer dans un écosystème plus complexe, dans une roadmap qui est plus complexe, avec du SAP, avec pas du SAP. Et donc, je voulais m'intéresser à tout ce qui était la transformation business des entreprises, qu'on soit sur la production des produits, sur tout ce qui va être les process P2P, sales, jusqu'à la compta et le controlling industriel. Et on va essayer de montrer dans ce live que le poste de directeur de programme, il est plus large que juste piloter un programme S4. On va être beaucoup plus global. Mmh. Là où je m'interroge, c'est que, et notamment lorsqu'effectivement on a fait le brief effectivement pour ce live talk, tu vas évoquer de moins en moins l'aspect DSI et IT. Et ça signifie qu'il y a un changement, de type d'interlocuteur, au quotidien ou lycée sur l'année. À qui tu parles? Qui sont tes interlocuteurs et qui te consomme le plus de temps, dans l'année? Alors, ça va être à nuancer avec quelle approche tu vas avoir sur l'implémentation S4. On va y revenir après. On va en parler un peu de la comparaison des greenfield, des brownfield ou hybrides. Mais en gros, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer une réflexion du dispositif intégrateur en interne. Donc, tu vas créer des product owners par module dans la DSI. Donc, ton premier donneur d'ordre, quand même, ça va être la DSI. Donc, tu as un lien hiérarchique avec ton DSI, avec son alignement, ce qu'il veut faire sur son obsolescence technique ou les objectifs technologiques. Mais ton vrai projet, tu le délivres pour des end-users. Donc, il faut que tu crées cette valeur pour les end-users. Alors que tu n'as pas de relation hiérarchique avec ces end-users. Donc, tu vas plutôt t'orienter sur une stratégie d'entreprise. C'est comment, de la stratégie d'entreprise au plus haut niveau, que ton sponsor, par exemple ton directeur industriel, c'est lui au début qui va piloter ta transformation S4, si tu es sur un projet, on va dire, de manufacturing. Donc, il va dire, mon objectif, c'est par exemple changer ma supply chain industrielle, c'est changer mon modèle de traçabilité des produits. Par exemple, si je ramène un produit, j'ai un problème sur un coton, où est-ce que le coton bio n'a pas été fait, dans quel endroit, pourquoi j'ai eu un mauvais contrôle qualité. Donc, ce qui va te prendre beaucoup de temps au début pour créer ton projet, c'est aligner la stratégie d'entreprise. De cette stratégie d'entreprise, tu vas en déterminer un objectif de ton programme S4 et slash tout ton écosystème qui va naviguer autour de ton S4, puisque tu vas connecter différentes solutions cloud à ton S4, parce qu'on n'est plus comme au début de ma carrière où on était 100% SAP et que SAP. Et de ça, tu vas le traduire dans une feuille de route. Et une fois que tu as aligné cette feuille de route, tu vas pouvoir démarrer ta conception générale, puis après ton detail design, ton build, jusqu'à ton déploiement que tu vas intégrer avec les différents déploiements des autres solutions pour, quand tu vas arriver en pré-prod, être calé avec tous tes environnements. Donc en gros, ce qui va te prendre beaucoup de temps au début, c'est ton alignement business sur ta conception générale. Et tout ça, ça va changer un peu. Donc on va dire majoritairement, c'est le temps que je passe. Il faut que tu sois accompagné pour ça, ce qu'on parlait hier quand on faisait le brief, d'un PMO ou d'une entité qui va s'occuper de la PMO parce que tu auras pas le temps. Il faut que tu recrées un dispositif en interne. Oui, ça j'ai oublié de préciser, moi j'occupe plutôt les postes de direction de programme, plutôt chez les clients, hein. Je fais plus vraiment ce rôle chez les intégrateurs, ça fait longtemps que je l'ai quitté. Et donc, voilà un peu tous les interlocuteurs que tu vas avoir. Plus après, tu vas avoir tes sponsors, tu vas avoir ton DAF pour le contrôle budgétaire ou peut-être pour des besoins si tu as des besoins finances.
et donc aligner tes sponsors avec ton programme. Donc, tu vas t'orienter sur une vision quand même très stratégique d'un programme et pas uniquement de la. Mais le moment où tu arrives, est-ce que c'est suite à des phases d'audit ou c'est toi qui initie l'audit, c'est-à-dire une sorte de photographie à l'instant T, à la fois de l'existant, aussi bien dans ce qui se passe dans les intentions des directions industrielles, par exemple, de l'existant des flux métiers, de son pendant technique. Est-ce que ces informations-là sont déjà là ou tu es maître d'œuvre et d'ouvrage d'aller les chercher, de faire cette analyse? Ça va dépendre du projet. Mais si tu arrives sur un projet, si tu prends l'exemple d'un greenfield et que tu arrives avant la conception générale, c'est là que tu vas déjà tout aligner. Après, ta conception générale, elle va te permettre de décrire ce que tu veux faire en to be dans ta solution, mais en macro-process. Donc, il va falloir que tu alignes tes macro-process d'industrie. Et c'est ça que tu vas faire. Et pour aligner tes macro-process, la difficulté que tu vas avoir, c'est que si tu vas voir tes clients et que tu vas leur dire S4 va changer vos modes de fonctionnement, qu'est-ce que vous voulez faire? Eh bien, ils ne sauront pas te répondre. Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu aies quand même une vision sectorielle, une vision des best practices, de ce qu'il faut mettre en place, mais en termes purement fonctionnels, par exemple, quelles sont les bonnes practices achats qu'il faut mettre en place, quelles sont les bonnes practices de gestion de la production. Donc, ça va être la détermination des business drivers de ton projet et tes alignements de tes sponsors autour des business drivers. Donc ça, c'est ce que tu vas faire si tu es au début d'un projet. Mmh. Après, si tu arrives en post conception générale et que tu arrives sur ces phases de detail design, bon là, ça va être un peu différent parce que normalement, tu es aligné. Tu vas quand même devoir revalider que ta stratégie est bonne parce que qu'est-ce qui se passe en vérité dans les projets? Les clients, ils font un general design, ils payent un cabinet, ils prennent un price ou un UI, on fait un general design pendant 12 mois à 15 mois. On se rend compte que le coût du projet va être élevé, on n'a pas forcément les budgets, on arrête. On attend 2 ans et on repart. Sauf qu'à l'époque, ce que tu as déterminé, 2 ans après, c'est forcément le cas qui peut se passer parce que les vérités d'entreprise, elles vont changer en 2 ans. Les contextes internationaux changent, les contextes économiques du secteur, ça change. Les directeurs changent aussi, ils ont d'autres visions. Par exemple, je te donne un exemple, si ton sponsor, c'était un directeur industriel à l'époque et que ton directeur industriel a changé quand tu repars, tu as intérêt à aller le revoir et à te réaligner sur les objectifs de ton programme. Donc tout cet alignement sponsor et ta validation de la stratégie du programme en lien avec la stratégie d'entreprise, il faut quand même que tu la fasses quand même tout au long du projet. Il ne faut pas l'oublier. Et ça va te permettre d'être sûr que tu gardes un retour sur investissement de ton programme SAP. L'objectif, c'est quand même d'avoir un retour sur investissement. Sinon, on ne mettrait pas 50, 60, 70, 100, voire plus sur les projets. Et être capable que tu sois bien aligné tout le long de ton projet. Et pas te rendre compte, en fait, quand tu as fini ton build, tu n'es plus aligné, tu n'as plus de ROI. Là, dans ce cas-là, ton projet est un échec. Mmh. Et je reviens sur un sujet, c'est notamment, nous, il y a à la fois l'angle effectivement, de ton métier que tu décris et moi de mon côté en tant que recruteur, nous avons notamment parlé à la population de personnes qui sont consultants, qui sont chefs de projet, responsables de domaine ou managers effectivement cabinet conseil. Où se trouve la notion entre directeur de projet et directeur de programme? Qu'est-ce qui fait que le titre change? Et la seconde question, c'est est-ce que tu deviens le seul interlocuteur de la direction générale ou la direction métier, ou il y a encore quelqu'un qui vient se greffer entre les 2? Et c'est vrai que, dans les fiches de poste projet, programme, alors on voit des nuances, mais pour toi, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui fait la différence? Programme, tu vas être plus large. Programme, souvent, pour moi, quand on dit projet, directeur de projet SAP, tu vas faire que SAP. Le Mmh. programme, il va être plus en directeur de la transformation. Il ne va Mmh. pas piloter que SAP. SAP, ça va être une partie de ton programme. Alors souvent, c'est la plus chère, mais ce n'est pas la seule partie fonctionnelle. Donc, il faut que tu sois capable de coordonner beaucoup d'initiatives qui vont être liées à cet objectif final, à apporter de la valeur à tes end-users. Je donne un exemple. Tu fais un projet brownfield, donc de conversion technique de SAP sur un back-office comptable. C'est ton back-office. Ton front office,
il est dans d'autres systèmes. Donc, ton programme, il va devoir englober aussi la modernisation de ton front office qui vont devoir se connecter à ce back office. Donc, le programme est plus large, les budgets sont plus gros. Tu vas adresser d'autres interlocuteurs en gouvernance. Ça veut dire que tu vas monter quand même d'un cran. Tes sponsors, c'est des DSI, le DSI de l'entreprise, c'est le DAF, et c'est tes sponsors business. Tes sponsors business, c'est le plus haut niveau qui vont porter ton programme. Donc, par exemple, tout en haut, tes directeurs industriels, tes directeurs de la production. Oui, et la direction financière qui effectivement intervient, à la fois en tant que client interne et Oui. aussi, comptable, du projet. Et notamment, tu travailles pas tout seul, autour de toi, tu disais qu'effectivement il y a des PMO, Mmh. des BPO aussi qui doivent être identifiables et effectivement et que ça tienne dans la durée et pour quitter la chefferie de projet ou la direction de projet, effectivement, tu as une comptabilité, en jours hommes ou en euros ou en dollars, par rapport à ça. Là, tu dois, si je comprends bien, ressortir la planification budgétaire. Mmh. Est-ce que tu le fais tout seul? Est-ce que tu as 2-3 KPI que tu pourrais illustrer, que tu dois garder en tête, tout au long de ces projets qui peuvent durer plusieurs années? En gros, le gros principe, c'est on a ce qu'on a comptablement des OPEX et des CAPEX. Les CAPEX, ça veut dire que c'est un investissement sur 4 ans, donc tu l'amortis. Donc tu n'impactes pas ton PNL à 100% sur l'année. Et tu as tes OPEX qui vont impacter ton PNL, qui ne sont pas amortissables. Globalement, en CAPEX, on va pouvoir passer tout ce qui est la construction d'une solution, parce que c'est une immobilisation pour l'entreprise, un programme SAP. En OPEX, tu vas passer tous tes coûts de run et tous tes coûts de licence. Donc ça, c'est ta première notion à avoir. Tu peux pas faire ce que tu veux dans ta construction budgétaire. Donc ça, globalement, tu vas travailler avec la direction financière et avec le contrôle de gestion pour identifier tous les postes de ton projet. Tu vas les classer en OPEX et en CAPEX, tu vas travailler avec eux. Et après, quand tu vas faire ton suivi de projet, tu as ta planification budgétaire. Mmh. Après, tu vas faire ton réalisé. Donc, chaque mois, tu regardes ce que tu as réalisé, en plus ou en moins, est-ce que j'ai un écart, et tu vas replanifier. Parce que au fur et à mesure de ton projet, ton budget va bouger. Parce que si jamais on voit que tu ne consommes pas assez, on va aller t'en prendre une partie. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ça rentre dans un budget global DSI. Toi, tu as du budget, les autres parties n'ont pas trop de budget, mais il faut qu'ils arrivent quand même à faire des projets. Donc, toi, si tu ne consommes pas tout, on te fait passer une partie de ton budget en reste. Donc, c'est pour ça que ta planification sur l'année, elle va être hyper importante, parce qu'il ne faut pas qu'on t'enlève, par exemple, imagine que tu as tes budgets de janvier à décembre. Si en mars, tu dis, dans ma planification, je vais consommer que 2 millions sur 5, eh ben, on va t'en enlever 3. Donc, il est important que tu aies ta planification finale sur l'année Mmh. pour dire, voilà le point où je vais arriver. La difficulté que tu vas avoir en plus, donc là-dessus, tu vas incorporer toutes tes charges de tous les contributeurs, parce que tu vas avoir ton coût d'intégrateur, tu as ton coût licence, run, tu as tes coûts des internes, tu as tes coûts des autres entités de la DSI, parce qu'en fait, Mmh. tu vas impacter toute la DSI sur un projet. Donc, tu as une somme de contributeurs. Donc, tu dois estimer avec ces contributeurs leurs charges sur le projet. Mmh. Et tes projets et tes budgets, ils sont pas glissants d'une année sur l'autre. Donc, si tu consommes pas, tu as perdu de l'argent, en fait. Ils vont le redispatcher à autre part. Donc, il faut arriver à garder ta planification pour consommer à peu près ton budget. Et si tu te plantes, on va venir t'engueuler un peu parce que tu auras enlevé plusieurs millions à d'autres entités de la DSI pour faire des projets. Mmh. Mais normalement, c'est la DSI qui a le projet. C'est pas le métier qui a le projet. On s'est arrangé avec le métier pour dire un projet, ça va coûter à peu près tant, et on va leur facturer année par année, selon si c'est de l'immobilisation sur 4 ans, donc, ou directement, on va leur refacturer via des redevances le coût des projets. Mais ça signifie que
comment, comme tu le disais, tu viens d'une formation Sciences Po, et comment tu as acquis ces compétences comptables ou contrôle de gestion? Tu l'as appris sur le tas, tu t'es formé, tu as fait une formation externe. Là, effectivement, il y a une question de Fedi Agrov qui pose la question, est-ce qu'il y a des formations pour passer project management, enfin project manager, au programme manager? Est-ce que ça suffit d'apprendre au sein d'un cabinet conseil sur l'élaboration des offres, son suivi, son delivery, en interne, d'apprendre sur le tas en capitalisant sur ce que peut apporter le contrôleur de gestion ou le contrôleur comptable derrière, ou il faut vraiment une formation externe pour pouvoir euh, être carré sur ce point? Alors, moi, j'ai eu des cours à la fac de comptabilité et de contrôle de gestion. J'étais pas le plus assidu, je dois le dire, à l'époque. Donc, j'avais quelques notions. Après, moi, je me suis formé sur le terrain, en fait. Mm. J'ai dû élaborer des budgets. J'ai travaillé des contrôles de gestion qui m'ont expliqué ces notions d'OPEX, CAPEX, de replanification. Tu dois organiser tes premières gouvernances avec le DAF, où tu lui expliques ta replanification budgétaire. Donc ça, tu apprends aussi comment tu dois communiquer à un DAF, parce que c'est une population où tu communiques pas de la même façon qu'à une autre personne. Il faut faire attention. Bon, ça, la première, elle va se passer un peu moyenne, et puis peu à peu, tu vas apprendre. Puis après, tu vas t'intéresser, tu vas apprendre qu'il y a les normes IFRS qui déterminent un peu tout ça, comment tu gères une comptabilité sur un projet informatique. Tu lis un peu, tu vas y arriver. Ça c'est sur l'aspect budgétaire. Après, sur ta question de l'aspect de gestion de projet, alors ça, il y a des formations, il y a des certifications. Tu peux faire des formations PMI ou Prince2, plus des certifications. Ça va être demandé actuellement. En plus, aujourd'hui, ce qu'on va rajouter, c'est que les DSI, elles sont toutes, celles qui sont matures, dans une transformation de l'agilité. Donc, il va falloir que tu cumules une démarche SAP Activate Mm. avec un PI planning, une agilité, parce qu'on veut plus trop entendre parler de cycle en V. Donc, en fait, il faut réussir à remettre tout ton projet SAP sur de la gestion de sprint. Alors, souvent, il y a un frein là-dessus. Les gens qui sont consultants me disent c'est complètement impossible de faire autre chose qu'un cycle en V sans programmer sport. Ça, c'est pas vrai. On peut le faire. Un sprint peut être, par exemple, juste de faire des spécifications. Je ne suis pas obligé de délivrer sur chaque sprint. Mais je vais quand même calibrer en sprint, et plus les organisations deviennent grosses, c'est pour ça qu'on passe en PI planning, qu'on doit être capable de prévoir la charge de toutes les équipes qui vont travailler sur les 12 prochaines semaines. C'est ça, en gros. Tu vas travailler en planning. Donc, tu vas devoir organiser tout ça sur ton programme pour être sûr que tu n'as pas oublié un contributeur, et là-dedans, tu vas aussi intégrer tes métiers. Parce que ce qui va se passer au début d'un programme, c'est que tu vas te retrouver avec 2 BPO, et puis tu te rends compte que côté métier, 2 BPO, ça va pas passer. Donc il faut aussi augmenter les équipes. Donc tes équipes, elles vont aussi évoluer en fonction du projet, hein. Sur ta phase d'initialisation, tu auras une petite équipe métier, et tu vas l'augmenter au fur et à mesure. Donc tout ça, tu dois être capable d'estimer la charge que tu vas avoir sur toutes les microphases de ton projet. Mais Mm. la formation, moi je pense qu'il faut faire une formation en gestion de projet, hein, PMI Prince2, là, pour comprendre un peu tous les enjeux de ce que représente une gestion de projet. Après, sur tout ce qui est comptable, contrôle de gestion, il faut se renseigner un peu. On ne vous demande pas non plus d'être un expert en contrôle de gestion, hein. Mm. Juste avoir les notions pour être capable d'élaborer son budget et de comprendre ce qu'un DAF va vous expliquer. Il y a une autre dimension que tu m'as évoquée, c'est celle effectivement du juridique, de la compliance et des achats. Aujourd'hui, ces départements ont de plus en plus de poids ou de pression effectivement sur toutes les entreprises. Ils doivent passer entre les mains. Et tu m'avais évoqué que finalement avoir les achats dans sa poche, du bon côté, c'était un vrai appui pour pouvoir à la fois travailler sur les coûts d'acquisition de licence ou effectivement ce que tu peux évoquer, la relation avec les intégrateurs. Ouais, une grosse partie du métier, c'est ce que j'appelle le vendor management. Donc, c'est ta gestion, ta relation avec tes sous-traitants. Pour la gestion de la relation avec tes sous-traitants, tu as forcément les achats qui sont dedans, quand ça se passe bien, et tu as le juridique quand ça se passe pas bien. Et après, on reviendra aussi sur l'aspect contractuel. Mais donc, en gros, toute ta négociation, que ça soit tes coûts de licence sur les solutions cloud, tu vas passer avec les achats.
eux, comme ils sont un peu extérieurs au projet et que toi, tu es quand même partie prenante au projet, ils vont t'aider quand il faut être un peu dur avec les sous-traitants. Ils vont t'aider parce que le problème du poste, c'est que tu dois faire avancer ton projet. Des fois, tu as des frictions très fortes avec un intégrateur. Donc, tu peux arriver à des solutions où tu bloques les échéances de paiement. Ça m'est déjà arrivé. Donc, tu bloques, par exemple, des échéances de paiement avec Accenture. Quand tu fais ça, ça se passe rarement bien. Donc tout ça, eux, ils vont t'aider aussi à faire ça et à dire, voilà les étapes qu'il faut faire avant de bloquer les paiements, les différentes lettres de relance, les non-satisfactions, les réunions préalables, parce que tu n'arrives pas à une situation où tu dis, je vous bloque 30% du montant parce que je suis pas satisfait au dernier moment, hein. Il y a toute une phase comme ça. Et c'est pour ça qu'en fait, tu bosses avec eux, parce qu'en fait, avant de faire un projet, on fait ce qu'on appelle un MSA. C'est un Master Service Agreement, c'est le contrat cadre avec le sous-traitant. Donc, tu vas définir tous tes livrables, ton planning, ton RACI, tes rôles, tes responsabilités, les échanges de paiement, etc. Et ce master agreement, il va se décliner selon les lots de ton projet en ce qu'on appelle les statements of work, les SO, comme on les appelle couramment dans une DSI. Et on va reprendre toutes ces conditions et qu'on va mettre dedans. Donc, ça, c'est hyper important parce que si vous oubliez des choses, quand vous faites ça, l'intégrateur va dire, ah, c'est pas marqué. Et c'est pas marqué, c'est pas fait. Donc, la phase un peu complexe, c'est d'aligner bien ce qu'on appelle, par exemple, ce RACI là, donc ce rôle et ses responsabilités. On va avoir différents intervenants. On va avoir le client IT qui va faire des choses, le business et l'intégrateur qui peut être plusieurs intégrateurs parce qu'il y a des projets où on va lotir les intégrateurs. Tu peux même avoir un cabinet qui va être en soutien du business parce que le business, potentiellement, il n'arrive pas à se structurer, il n'a pas les compétences, il n'a pas les personnes, donc tu es obligé d'aller prendre une MOA dédiée. Par exemple, tu vas rajouter un EY ou un Price en tant que MOA. Et ce RACI, dans ce cas-là, il faut que tu le partages avec tous les intégrateurs et que tu le valides bien. Si tu n'as pas fait ça, ton projet, tu vas avoir des problèmes de gouvernance, en fait. En t'écoutant, c'est quand même beaucoup de dimensions de savoir ou de savoir-faire à acquérir, qui ne sont pas dans le costume de consultant classique. Alors, à l'époque où il y a plus de télétravail, plus de distanciation sociale, voilà, moins d'échanges informels à la machine à café, à la cantine avec effectivement un directeur, un manager, un responsable de domaine ou un DSI au-dessus, où là effectivement des réunions par Teams cadrées. La position de directeur de programme est aussi une position protégée, qui se protège aussi effectivement de l'extérieur. Comment ces consultants seniors qui se disent bah, pourquoi pas, j'aimerais bien lâcher l'expertise fonctionnelle pour aller là-dessus, ils peuvent aller chercher l'info. Est-ce que c'est participer à des appels d'offres, les lire, demander la consultation de ces documents s'ils sont pas confidentiels, aussi bien qu'on soit en interne que dans le monde du conseil? Ou est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut, par capillarité, récupérer ces infos et les consulter et en discuter? Une phase qui est intéressante quand même pour comprendre tout ça, tu as raison de mettre le point dessus, c'est tout ce qui est une gestion d'appel d'offres. Donc quand tu vas sortir un RFP pour un programme, S4, c'est là-dessus que tu vas commencer, à travailler quasiment quotidiennement avec les achats et avec le juridique. Puisque de toute façon, avant de sortir un RFP, il doit être validé par le juridique. C'est un document qui engage l'entreprise, tu ne pourras pas le sortir comme ça. Donc toute cette phase de RFP, elle va t'apprendre un peu toutes ces dimensions. Après, je reviens sur un truc, tu as parlé de télétravail. C'est pas un poste où il y a beaucoup de télétravail. Donc, si vous voulez faire du télétravail, c'est compliqué à lier ça avec le poste de directeur de programme. Globalement, on est quasiment tous les jours au bureau. Moi, en 2 ans, j'ai dû faire, 6 jours de télétravail. Voilà. Mais globalement, moi, je pense qu'il faut l'apprendre par le terrain. Après, il faut aussi, il va avoir un gros aspect de pilotage de la relation fournisseur. Donc là, il faut intervenir côté client, de voir comment ça se passe, les comités de pilotage avec des intégrateurs, voir comment on a les difficultés. Donc ça tu vas l'apprendre quand tu es sur un mode projet, en fait. Parce que tu vas réussir à être associé si tu montres de l'intérêt. Tu as aussi tout le côté mentorat, hein. Tu peux dire que ça t'intéresse d'aller vers ce type de poste et demander à accompagner un peu le directeur de programme qui va te faire du coaching et qui va réussir à te mettre un peu le pied à l'étrier sur tout ça. Moi, je l'ai beaucoup utilisé, ça, hein.
Moi, j'ai particulièrement appris avec des directeurs des études côté DSI. Je leur ai dit que ça m'intéressait de faire ça. Donc, ils m'ont amené dans les réunions, en fait. Mmh. C'est comme ça que tu apprends. Mais bon, voilà, toutes les relations avec tes fournisseurs, généralement, surtout quand tu rentres dans des zones un peu difficiles, tu les fais pas team par Teams à distance. C'est tout le monde dans la même salle, il y a les achats, il y a le juridique, il y a tout le monde, quoi. Mmh. D'ailleurs, je te donnais l'exemple que quand j'organisais, des copines, en copine, moi, je veux pas des gens à distance. Il faut que les gens, ils soient, présents, dans la salle, sinon c'est pas possible. OK. Effectivement, c'est un poste qui demande un engagement, de disponibilité physique, sur tous les sites là où il y a besoin. Quitte même à volontairement aller sur les sites, notamment de production ou industriels, pour aller voir comment ça se passe et aller chercher effectivement, sentir les choses et ne serait-ce que créer du lien. Le 1er Heu, c'est bien que tu dis ça parce que le 1er point, en fait, quand tu arrives sur une mission, en fait, il faut aller voir les métiers, pas les BPO. Parce que les BPO, c'est ceux qui sont nommés au siège, qui doivent faire le lien avec des utilisateurs locaux. Il faut aller visiter les sites de production. Il faut leur demander c'est quoi leurs difficultés, c'est quoi leur goulet d'étranglement, qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer. Et eux, déjà, ils vont te donner une vision de la chose. Et ça, effectivement, tu vas créer le lien avec tes utilisateurs finaux. Alors, tu ne vas pas le faire avec tout le monde, hein, parce que si tu es sur un projet multi-zone, multi-pays, multifiliale, il va falloir que tu sélectionnes un peu certaines filiales. Mais déjà, tu peux te mettre une partie des utilisateurs avec toi et tu vas réussir à porter la valeur du projet. Ça marche. Je propose dans cette deuxième partie, qu'on aborde le sujet effectivement de greenfield, brownfield et SDT. Effectivement, qui était un nouvel acronyme que j'ai découvert avec toi, Selective Data Transition. Parce que ces directeurs de programme, soit ils ont la chance d'être avant que ça démarre et donc que cet arbitrage se font, soit effectivement, bah, ils arrivent en cours de route et ça c'est une autre histoire. Heu, dans le secret des dieux, qu'est-ce qui fait, que qu'il y a un choix qui se fait en fait, parmi les 3? Alors, je vais essayer de faire, un peu une comparaison des 3. En préambule, l'approche, en fait, tu la détermines pas tout seul. Il y a des choses qui vont te déterminer ton approche, qui ont quelle est ta situation de ton système d'info? Quelle est ta maturité des processus? Et c'est quoi ton ambition de transformation des budgets et des risques que tu veux prendre? Donc si on reprend les 3 approches, en greenfield, je repars de zéro avec un nouveau système S/4. Alors déjà, c'est l'approche obligatoire si tu as pas SAP. D'ailleurs, on oublie, hein, mais il y a des entreprises qui n'ont pas encore SAP. Il y a des entreprises qui sont sur M3, qui veulent passer à du S/4. C'est ça qui va s'imposer, moi. Moi, quand j'ai commencé, bon, il y avait moins de SAP, donc tout était greenfield, là. Donc en gros, tu repars de zéro. Ton avantage, c'est quoi? C'est que tu vas réinventer tes processus, tu vas tout remettre à plat. Tu vas aussi le faire si jamais ton système ECC, il est obsolète ou il est trop complexe. Ça veut dire, pendant des années, tu as hérité de développement spécifique. Tu sais plus les gérer, tu dis: «Je repars à zéro». Et donc tu te mets quand même dans l'optique, je retransforme tous mes métiers. Je remets tout à plat. Ton inconvénient que tu as sur un greenfield, c'est que ton coût, il est élevé, voire très élevé. Ta durée, elle est pareille. Tu as un gros risque de résistance au changement. Alors, il faut pas, se dire, «C'est facile». Imaginez qu'un utilisateur, il passe d'une solution spécifique taillé pour lui, qu'il a utilisé pendant des années et on lui dit: «Demain, tu vas faire S4, sans développement spécifique», c'est compliqué et tu vas perdre ton historique. C'est-à-dire historique de ton ancienne base, elle existe plus demain. Sauf si tu te rajoutes une migration spécifique, alors là, on est encore dans le chose. Ton brownfield, c'est quoi? C'est une migration technique. Donc je passe de ECC à S/4HANA. Donc mes processus actuels, ils me conviennent, je minimise les risques, je les reporte. J'ai un système ECC qui est relativement propre, ça va, et j'ai pas un énorme budget, j'ai pas beaucoup de temps. Donc là, je vais plutôt m'orienter sur un S/4 et je pourrais adapter, en fait. Une fois que j'aurai fait cette migration, je vais rajouter les innovations S/4 post-migration. Le danger de ça, c'est que tes anciens process et tes customisations, elles vont être migrées. Donc tu peux transporter de la dette technique. Tu vas pas avoir une valeur métier immédiate. Alors embarquer, des métiers sur du brownfield, elle est pas évidente parce qu'il va falloir que tu leur expliques de valeur à des métiers. Il va pas falloir que tu leur parles IT. Donc tu vas avoir une difficulté. Donc pour ça, moi, j'ai du mal à me dire: «On fait que brownfield».
je pense que c'est trop compliqué à faire. Et tu vas pas pouvoir simplifier. Ça, c'est ta deuxième approche. Après, tu as une troisième approche qui est le Selective Data Transition. En gros, on est en hybride. En gros, ça va se passer surtout si tu es multi-ERP, multifiliale. Tu peux avoir un groupe où tu vas avoir des filiales qui sont en ECC, des filiales qui ne sont pas en ECC. Tu peux dire, je vais migrer certaines filiales de ECC à S4. Par exemple, c'est ce qu'avait fait Renault. Renault, ils avaient dit d'abord, on va migrer tout ce qui est la branche véhicule électrique S4, parce que c'est là qu'ils voulaient créer de la valeur. Et ils ont laissé, pendant un temps, tout ce qui était véhicule thermique dans ECC. Et ils n'avaient pas ce projet de migration. L'idée, c'est que tu vas aussi réduire ton volume de données à migrer. Donc, tu vas avoir un projet plus simple. L'inconvénient, c'est quand même que c'est des projets qui sont quand même assez complexes. Et en termes de budget, tu es quand même pas loin d'un greenfield. Donc, en synthèse, il faut se dire, en greenfield, tu vas transformer ton entreprise, tu repars propre. En brownfield, tu limites tes risques à court terme. Et le Selective Data Transition, tu vas moderniser progressivement et tu vas sélectionner ce que tu vas migrer. Et on va pas mal l'utiliser sur, comme je disais, des groupes qui sont multi-ERP, ce qui arrive souvent en fait. Hein. Tout le monde n'est pas sur un SAP ECC, hein, parce qu'en fonction de ta taille de tes filiales, une filiale, il y a des groupes qui ont des petites filiales, hein, des grosses filiales, des petites, il y a des filiales qui font 25 personnes, ils sont pas en ECC. Hein. Donc, il faut aussi voir comment tu fais ta roadmap. Et donc, pour revenir, c'est pas toi qui le détermine, en fait. C'est ta situation actuelle et ta stratégie du DSI. C'est quoi son budget? Parce que si le DSI il te dit, moi, j'ai un budget limité, bah, tu sais que tu ne peux pas faire Greenfield. Mmh. Et donc, tu vas choisir en fonction de ça et tu vas essayer de prouver les avantages et les inconvénients des 3 solutions. Et là, tu vas déterminer ce que tu vas faire. Et ça, tu vas le faire, bien sûr, avant l'arrivée de l'intégrateur, puisque ça, tu vas l'imposer à l'intégrateur. Je veux dire, moi, mon scénario, c'est par exemple, je remets tout en plat, je fais un Greenfield. C'est comme ça. Mmh. Il y a avant qu'on passe effectivement à la notion de pilotage de l'intégrateur, quand on échange, nous, avec, nos clients qui sont des DSI ou de responsables de domaine et qui passent commande pour des recrutements, on entend de plus en plus cette notion de clean core. Effectivement, c'est une démarche qui consiste un peu à nettoyer le spécifique, et une tendance quand on migre effectivement sur les solutions S/4HANA, que ce soit en cloud ou installé, une volonté de simplification et notamment pour la gestion par la suite. Ça, c'est plus la mode du spécifique, actuellement. Maintenant, ce spécifique, il a existé, c'est qu'il y avait une raison. Et effectivement, il tourne, il rend service pour ça. Quelque chose d'antinomique. D'un côté, il y a des sites qui se disent: «Bon, on va simplifier la vie, effectivement, faire rentrer tout le monde dans le standard, dans le là-dessus», et les métiers qui me disent: «Mais moi, ça me rend service et c'est pas sûr que les ROI soient positifs si on m'enlève, la moitié de mes fonctionnalités». Oui. Non. Alors, Clean Core, déjà, c'est quoi? Ça veut dire, je maintiens mon système S4 aussi standard que possible. Je limite les évolutions, les devs dans le core ERP. J'utilise les extensibilités qui sont recommandées par SAP, comme la BTP. Donc, Clean Core, ça ne veut pas dire zéro dev. Hein. Ça veut dire, je les fais bien, je les limite, mais je ne suis pas obligé de faire un full standard. Moi, je ne crois pas que tu puisses faire un full standard SAP. Tes métiers, ils ont forcément un historique, ils ont forcément des processus un peu spécifiques que tu ne sauras pas mettre comme ça en place dans SAP. Après, ton Clean Core, ça va être un peu différent selon ton approche. Si tu fais un Greenfield, ton Clean Core, à la limite, il est assez facile. Tu pars de zéro, tu mets une gouvernance stricte dès le design, et tu dis, je réduis mes devs spécifiques, je prends les best practices SAP, les best practices Fiori. Dans Greenfield, on t'en sort, puisque tu dis, je remets tout à plat, donc vos spécifiques que vous avez besoin, pas de problème, on transforme. Quand tu es en Greenfield, elle est un peu plus compliquée à faire, en Brownfield. Ça veut dire que qu'est-ce que tu vas faire? Il va falloir que tu nettoies en amont tous tes programmes Z, parce que tu as forcément développé un ensemble de transactions, de programmes Z. Certains sont obsolètes, certains ne sont même plus utilisés par le métier, certains, le métier ne les connaît même plus, en fait, sur les années que tu as eues avant. Donc, il va falloir que tu cleans, parce que sinon, tu vas transformer ta dette technique dans ton nouveau système S4. Et donc, tu n'auras absolument pas fait de clean core. Donc, il faut bien faire attention à ça, de ne pas transporter cette complexité si tu fais un brownfield.
Après, si tu fais cette méthode hybride, bah, tu vas avoir un équilibre. Tu vas décider quelles données, quel process, quel custo tu vas migrer. Tu vas garder que tes extensions utiles. Ça va être un peu plus simple à faire que du clean core là-dedans qu'en brownfield. Et tu vas réussir quand même à construire un corps plus propre qu'un brownfield. Dans ta carrière, à quel moment tu as pu acquérir le savoir-faire de savoir où est-ce qu'on dit le curseur, justement pour savoir entre le spécifique et le standard? Parce que, comme tu dis, il y a des avantages et des inconvénients d'un côté comme de l'autre, mais est-ce qu'il faut déjà, quand on veut prendre ses positions, avoir déjà été confronté à ça, et ça nécessite soit en interne, on sait très bien que l'évolution des compétences, c'est sur la trajectoire des projets. S'il y a peu de projets, il y a peu de montée en compétences. Dans le conseil, il peut y avoir plusieurs projets, mais finalement, on ne va pas au bout du bout, parce que ce n'est pas le but pour ça. Est-ce qu'il faut faire des allers-retours entre les deux pour pouvoir se muscler, pour pouvoir avoir des retours d'expérience et être crédible comme directeur de programme? Alors déjà, pour monter sur ce type de poste, je pense qu'il faut avoir fait des projets de bout en bout. C'est important. C'est-à-dire il faut être parti du general design, aller jusqu'au go live, l'hypercare et la mise en support. Ça va te permettre déjà de comprendre l'intégralité d'un process projet et de voir qu'à la fin, du début à tes utilisateurs ont adopté le système et l'ont utilisé, ça a permis de te muscler. Après, ce qui se passe là-dessus, dans la vérité, c'est qu'il faut imposer au métier, mais ça, on le faisait déjà à l'époque. Aujourd'hui, on utilise des nouveaux termes. Mais en gros, c'est avoir une design authority. Au début, tu vas dire, je fais zéro dev, zéro spécifique. Mais c'est pas possible, dans la vérité. Donc, ça veut dire que tu mets en place une gouvernance qu'on appelle cette design authority. Et elle, qu'est-ce qu'elle va te permettre? Elle va dire, le métier, je veux cet évol, j'en ai forcément besoin. Et là, tu vas devoir déterminer ton ROI. Ton ROI, il est quoi? Il est business, il est métier, il est aussi IT. Et cette design authority, elle va valider si tu fais cette évolution ou si tu la fais pas. Donc, quand tu es directeur de programme, tu vas t'appuyer sur cette design authority pour essayer d'enlever tout ce que tu veux pas faire. Et donc, tu vas essayer de cadrer ton métier. Parce que ton métier, si tu l'écoutes, il va vouloir tout te faire en spécifique. Hein. Il va refaire les écrans. Les écrans SAP, ça ne lui plaira jamais. Même Fiori. On croit que Fiori, ça plaît au métier, mais c'est pas vrai. Hein. Surtout s'ils partent d'un truc qu'ils ont customisé pour eux, en fait. Donc voilà. Donc tout ça, ça va te permettre d'essayer de garder un minimum de dev à faire dans ton système. Voilà. C'est toute cette gouvernance qu'il faut que tu mettes en place. Tout seul, tu peux pas dire non à des métiers. C'est pour ça qu'il faut que tu t'appuies pas sur. C'est simple, hein. La finance te demande quelque chose. Tu dis non. 2 heures après, tu as un mail du DAF qui vient ici. Mais moi, ton DAF, vraiment comme métier, en fait. Hein, tu vas te dire non, non, mais on le fait. Donc, c'est compliqué à s'opposer à un DAF et à lui dire non, je ne ferai jamais ton évolution. Donc, c'est pour ça que si tu t'appuies là-dessus, tu t'appuies sur des éléments factuels. Et si tu t'appuies sur des éléments factuels, tu t'en sortiras. Si Mmh. Je te donne un exemple. Si il te demande un spécifique qui te coûte, je ne sais pas, 200 jours, qui sont utilisés par 6 personnes dans une filiale en Nouvelle-Zélande, bah, ils vont s'en Mmh. passer. Ouais, tout à fait. Avant qu'on parle effectivement du pilotage intégrateur, il y a Isabelle Médonec effectivement qui nous sollicite à 2 reprises. Donc je vais laisser effectivement, bah, elle peut échanger, effectivement, s'appelle, interagir avec nous. Isabelle, tu nous entends? Tu peux, Oui. voilà. Vous m'entendez aussi? Oui, oui. Vas-y, on te donne la parole. Oui, alors, bon, j'ai un petit peu, peut-être moins, mais un petit peu la même expérience que Grégory. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le poste de directeur de programme, c'est pas le meilleur métier pour être le meilleur copain de tout le monde. Parce que ça, même si les décisions, elles sont appuyées et on fait, on peut pas dire oui à tout le monde. C'est pas l'objectif de l'exercice. Et la grosse difficulté, surtout quand on est en greenfield, parce que les gens n'avaient pas SAP avant, les difficultés majeures, c'est que les gens n'envisagent pas de pouvoir faire autrement que ce qu'ils ont toujours fait. Ça veut dire que derrière, ça génère un nombre de spécifiques absolument, ça peut générer un nombre de spécifiques absolument colossaux.
Et là, j'y vois un avantage de la solution, d'utiliser SAP Activate, puisque le principe de base de SAP Activate, c'est je demande pas au client ce qu'il veut faire, c'est je présente au client sous forme de POC, moi, comment il va faire demain et s'il fait une attaque d'apoplexie, je regarde avec lui si on peut faire un spécifique. Il faut aussi voir que avec toutes ces questions de spécifique, pas spécifique, à partir du moment où on est dans le cadre public, la question est résolue. Puisqu'en fait, les spécifiques doivent être, alors, sauf si on les met dans BTP, mais les spécifiques purs tels qu'on les connaissait, le 3.1i, 4.0, voilà, ceux-là, ils doivent être validés par SAP, donc ça résout le problème des spécifiques. Mais en fait, c'est très compliqué de demander à des utilisateurs de se projeter en faisant différemment. Moi, j'ai eu une remarque un jour d'une utilisatrice, il y a pas si longtemps, qui m'a appelé en me disant: «Je n'arrive pas à faire telle chose». Je lui dis: «Tu fais comment?» Elle me montre, je dis: «Bah, écoute, moi, c'est pas comme ça que je fais». Je lui montre comment je le fais et elle me dit: «Ah mais non, non, mais ça va pas du tout, moi j'ai jamais fait comme ça, ni ici, ni même avant dans mes autres expériences SAP». Je l'ai regardée, je dis: «Bah ouais, mais le problème c'est que depuis que tu travailles sur SAP, ça n'a jamais marché et moi ce que je te montre, ça marche». «Ah ouais, non mais non, non, mais ça va pas, c'est comme je fais que ça doit marcher». Et ça, c'est un peu caricatural comme discours, ça m'a fait sourire parce que c'était un peu sans issue et en fait, le nerf dans tous ces postes-là, c'est, enfin, quel que soit le niveau, parce que là, c'était un niveau utilisateur, c'était pas un niveau, direction de programme. Mais en fait, tout l'art, c'est d'être interprète. Interprète entre le besoin business, et c'est une constante à tous les niveaux. C'est interprète entre les besoins et la réalité du système et pour faire interprète, la clé, c'est l'écoute et c'est la compréhension. C'est pour ça qu'un poste, enfin, pour être directeur de programme, il faut avoir une grosse culture, avoir vu beaucoup de projets, avoir vu plein de phases de projet, avoir été à plein de postes, avoir fait des PAQ, avoir fait des réponses à appels d'offres. Voilà. C'est ça qui va permettre de vraiment comprendre et de s'approprier les process. Isabelle, je vais apprendre, je te retourne une perche à Grégory. Parce que notamment, on voit que la moitié des projets sont liés à la communication et à la autre moitié aux techniques. Si on parle de communication, moi j'avais évoqué avec Grégory auparavant cette histoire de storytelling, d'histoire, et que les directeurs de programme devaient aussi raconter une histoire qu'on s'appelle auprès de l'entreprise et pas laisser dans le silence ou autre derrière, de manière à ce qu'il y a une appropriation. Maintenant, dans les projets que tu as faits, est-ce que tu étais équipé ou aidé par la communication interne? Est-ce que c'était fait que quand il y avait le feu? Et voilà, c'est ça le sujet. C'est qu'effectivement, pour que ça puisse redescendre dans tout le monde, il y a un projet de transformation, ça impacte tout le monde, mais avant que les personnes résistent, effectivement, il peut y avoir une pédagogie à avoir. Est-ce que c'est un sujet qui fait partie de ce métier, ou souvent, enfin peut-être que je me répète, mais ça arrive trop tard? Ah non, mais c'est une facette hyper importante du métier. Donc, c'est ta capacité toujours à storyteller le projet. Donc, tu vas l'utiliser dans tous tes slides et dans tous tes comités, particulièrement avec le métier, parce que c'est quelle histoire tu leur racontes sur la transformation de l'entreprise. Tu leur parles pas d'IT au métier, ça ne marche pas, ils ne comprennent pas. Si tu leur dis BTP, Fiori, API, interface, ils savent pas ce que c'est un métier, ce que c'est qu'une couverture de stock, un lead time de production, c'est ça qui l'intéresse. Donc il faut vraiment faire attention, selon tes comités, quel niveau de communication tu vas avoir en fonction de tes interlocuteurs. Donc ça, c'est hyper important. Ça, pour moi, c'est dans les soft skills. Comme disait Isabelle, tu as une autre compétence que tu dois avoir, c'est ta capacité à négocier avec les différentes parties prenantes et à faire du lobbying. Parce que
parfois, tu vas leur dire, moi, je pense qu'il faudrait faire ça. Alors, tu peux dire, par exemple, moi, je voudrais faire un manufacturing executing system, ça vous aiderait. Alors, eux, ils vont dire, non, ça ne nous intéresse pas, on voit pas pourquoi ça sert. Et donc, toi, tu vas faire toute une démarche de lobbying pour essayer de les orienter vers ce choix et leur prouver, parce que effectivement, eux, ils sont dans un ERP qui marche très bien pour eux, ils n'ont pas forcément envie de changer, et ils n'arrivent pas à avoir les intérêts et cette capacité à se projeter pour réussir à faire ça, en fait. Et donc, tout ce storytelling, il va t'aider à faire ça. Mais sinon, non, tu n'as pas de communication qui vont t'aider. C'est à toi de le faire. C'est de l'apprentissage et tu gardes quelques trucs en tête, ce qui est, tu parles pas d'IT à des métiers. Mmh. J'aime C'est pas leur job. Pour eux, ça les intéresse pas. Mais ils ont raison. Je veux dire, oui, chacun son métier. moi, si je suis métier, une interface, je m'en fous. Moi, je veux ma donnée dans le front office, elle fonctionne bien, c'est tout. Et que si je lui dis middleware, Talent, MuleSoft, je séquence, non. Non, ça les intéresse pas. Maintenant, alors, un gros morceau du temps de travail à faire, c'est effectivement piloter l'intégrateur ou sous-traitant qui est derrière, ou la cascade de sous-traitants qu'il peut y avoir dessus. Ce savoir-faire, effectivement, moi je le questionne effectivement lors des entretiens. Combien de fois vous avez été soit delivery manager côté conseil, effectivement pour tout ce qui était engagement et KPI, soit quand la personne a eu en interne, avec qui elle a travaillé, parce que travailler avec Accenture ou travailler avec, je vais tous les citer, mais Applium, Augusta Reeves et Visio et compagnie, c'est pas la même chose, c'est pas la même histoire. Ils ont pas la même mentalité, ils ont pas les mêmes juristes aussi en face pour ça. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Justement, ça, tu m'avais tendu une perche là-dessus. Voilà. Et je voulais avoir ton point de vue sur qu'est-ce qu'il faut acquérir comme compétences, comme savoir-faire pour les piloter, en fait, et que ça fonctionne. Et c'est quoi qu'est-ce que tu fais pour que ça marche? Parce que c'est souvent, nous, on entend, il y a des frictions qui sont assez fortes et qui peuvent arriver, effectivement, des ruptures de contrat. Oui. Alors, effectivement, tu as cité Accenture, tu as cité d'autres cabinets. On sait qu'Accenture, c'est parmi les moins flexibles du marché. Donc il y a pas de souplesse. Il y a ce que je me suis engagé à délivrer, je le ferai. Le problème, c'est ce que tu as bien écrit dans ta gouvernance et dans ton cadre. Donc déjà, tu parles de ton contrat qui doit être clair. Tu dois tout définir dans ton contrat que tu vas signer avec eux. Ton périmètre, tes livrables, tes responsabilités. Tu dois avoir bien documenté ton RACI. Et ton RACI qui doit être partagé. Souvent, ton RACI met du temps à être écrit. Parce qu'il y a de longues discussions entre toi, entre les intégrateurs, pour arriver à élaborer ce RACI. Derrière, tu vas mettre en place aussi des gouvernances qui sont multiniveaux. Tu n'as pas qu'un niveau de gouvernance, tu n'as pas qu'un comité de pilotage. Tu as des comités de programme, tu as des comités de pilotage, tu as les comités opérationnels, tu as plusieurs comités opérationnels selon la phase de ton projet. Tu vas avoir un comité opérationnel qui est juste sur l'intégration, tu peux avoir des comités opérationnels sur un stream en particulier, mais tu vas en avoir plusieurs. Ton comité d'opération, c'est là que tu vas avoir ton lead intégrateur, le directeur de programme et les leads des streams. Et puis après, tu as ton copil. Ton copil, c'est pas beaucoup de personnes, un vrai copil, c'est le DAF, le ou les deux sponsors, le DSI, le directeur de programme et le PMO. C'est pas plus de personnes que ça normalement sur un copil. Le copil, il sert juste à arbitrer des choix stratégiques. Hein. Il sert pas à dire je sais pas faire mon interface de vente. Hein. Donc tout ça, toute cette gouvernance a de donner une liste de KPI que tu vas revoir dans des comités contractuels avec les intégrateurs. Et ce qu'il faut avoir fait, c'est quand tu as fait ton contrat, il faut leur avoir mis des pénalités. Ce qui est souvent un sujet un peu long. Donc il faut pouvoir activer ces pénalités si les engagements ne sont pas tenus. Et donc ces pénalités, c'est des flux en euros que tu déduis du prix. Voilà. Donc ça, il faut penser à le faire. Après, tu as toute une partie, le suivi de l'avancement. Donc ton reporting, maintenant on a plein d'outils, on a les Jira, les dashboards, on va pouvoir suivre tout ça, une somme de KPI. Et il va falloir bien valider avec ton intégrateur ton alignement de méthodo et de qualité. Sur quelle méthodologie projet je vais délivrer? Comment je vais respecter mon clean core? Un autre point qui est important, qui est la définition de la qualité des livrables. Alors ça, je l'ai vu. Donc, ton intégrateur arrive, il te sort les premiers livrables, les premières specs, et tu dis ah, ça ne m'a pas du tout en qualité. Il te dit ouais, mais c'est quoi que tu veux en qualité? Donc, si tu ne l'as pas travaillé avant, tu ne sais pas dire.
Donc, il faut que tu aies réfléchi avant et que tu imposes un format de qualité à l'intégrateur. Parce que ça, on va pas se cacher au début, ça va pas être bon, hein. Il faut que tu mettes en place une assurance qualité. Elle peut être, qui soit indépendante, elle peut être interne de l'entreprise ou externe, mais il faut quand même que tu contrôles cet intégrateur sur le code, sur la qualité des livrables. Et donc, tu dois contrôler à peu près tout ce que l'intégrateur va te livrer. Tu dois imposer aussi à l'intégrateur le knowledge transfer. Attention, parce que qu'est-ce qui peut arriver comme risque? C'est que tu arrives à la fin de ton projet en go live, tu n'as pas formé tes utilisateurs internes. T'as des forcément des gens qui te faisaient du run, hein, sur ton système. Il faut que tu les aies onboardés sur le projet parce que sinon, tu arrives à la fin, tu fais ton go live, personne ne sait faire la maintenance, et ben tu refais un contrat avec l'intégrateur. Et quand tu fais un contrat avec Accenture au dernier moment, là tu le payes cher. Mmh. Et puis après, faut bien penser que tu as une relation de partenariat avec l'intégrateur, hein. Ça veut dire, tu dois être quand même dans la négociation, tu dois être ferme sur tes engagements, tu dois aussi challenger les choix techniques et fonctionnels. Donc, il faut que tu montes une équipe en interne qui ait la capacité de challenger l'intégrateur. Par exemple, que tu es sur un stream, on va dire P2P, que tu es un expert P2P chez toi, qui soit capable de dire à l'intégrateur, bah non, là, on va pas faire un spécifique, on sait faire un standard. Parce que c'est des situations que tu vas retrouver. L'intégrateur va te dire, on fait simple. Et puis après, qu'est-ce que je voulais dire? Les décisions structurantes, elles doivent être validées par le client. Oui, le plan d'assurance qualité, effectivement, je ne l'ai pas nommé, mais Oui. voilà. Lorsqu'un intégrateur intervient, il y a parfois un pendant qui est que les équipes internes, elles font le run sur ECC, et parfois ça peut durer des années. Donc les deux cohabitent les uns avec les autres, et dans certains recrutements, pour passer en interne, la personne soit elle est affectée au projet, soit elle est affectée au run pour ça. La question, c'est que parfois le ciseau, il se fait pas comme il faut. Voilà. Oui, Et souvent, il y a une grosse déception oui, en se disant, bah, je vais sur un projet S4, mais sinon le projet S4, il me passe sous le nez. Voilà. oui, Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, effectivement, pas mal de candidats partent des centres de compétences en interne en se disant, ah, le projet S4, oui, il y est, mais moi, je suis pas dedans. Alors, peut-être oui, qu'effectivement, j'aurai le go live et puis après, on va me former sur les évolutions fonctionnelles dessus. Mais franchement, c'est très frustrant. Ça crée des départs, effectivement, pour aller sur d'autres. Et même si, alors, je ne vais pas rassurer nos candidats, mais même si, effectivement, on recrute pour aller sur un projet, mais où sur le projet? Pour aller encore sur le run existant, pour faire la jonction entre les deux, d'autant plus s'il y a déjà des retours des compétences sur S4. Et ça, cette gestion de compétences, elle n'est pas simple, effectivement, d'un point de vue organisationnel, parce qu'il y a un transfert qui veut se faire. Les intégrateurs, ils n'ont pas toujours intégré, effectivement, à tout transférer tout de suite, parce qu'effectivement, c'est des revenus supplémentaires. oui. Ensuite, effectivement, c'est passer un peu les clés du camion derrière. Tout ça, effectivement, au travers des différents projets, ça a toujours été difficile, cette partie-là, cette partie mutation du centre de compétences en passant de CC vers S4. Oui, toujours. Alors déjà, ton risque, c'est si tu les intègres pas, tu vas planter ton go live. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ton intégrateur, il vient, il fait le go live, il a 2 mois d'hypercare, au bout de 2 mois, il est barré. Là, tu te retrouves avec des équipes qui sont pas formées, donc ils savent pas faire. Donc, tu n'as pas d'autre choix que de les faire monter. Après, faut voir la phase où tu les fais monter et combien tu fais monter. Tu ne pourras pas faire monter toute ton équipe, mais il faut les intégrer au plus tôt sur le build de la solution pour les Mm. mettre. Il faut les intégrer dès que tu vas commencer toute cette phase de test. Il faut qu'ils soient impliqués là-dessus. Et là, OK, ils n'auront pas fait le début du design, soit, mais c'est compliqué à les intégrer tout de suite en même temps. Mais il faut anticiper ça au plus possible. Et ça, c'est un des combats du directeur de programme. Ça va dépendre du directeur de programme. Moi, je sais que j'essaye toujours d'intégrer au plus tôt les équipes existantes parce que je sais ce qui se passe. Comme tu dis, bah, si tu fais pas, bah, c'est des démissions. Ils vont aller se vendre dans un cabinet pour aller faire un programme S4. Mm. Effectivement. C'est du feeling tout ça, il y a pas de règle, mais il faut quand même que tu gardes la motivation sur tes équipes internes et qu'ils sentent pas la dernière roue du carrosse à faire, le support, sur une application qui est en train de mourir, quoi. Mm. Faut réussir à leur donner aussi cette visibilité de l'avenir, de comment ils vont se projeter sur cette adoption, du système, hein. Mm. Mais, mais ces signaux faibles de tension, ils arrivent comment chez toi? Soit tu mandates des capteurs, on dirait des senseurs pour te dire, voilà, faites-moi remonter des informations, effectivement, où il y aura des tensions ou autres. Et ça nécessite effectivement des soft skills ou une appétence à aller au-devant des problèmes.
C'est-à-dire sortir de son bureau, aller au manger au restaurant avec un partenaire, avec effectivement interne ou externe, le rencontrer dans des choses informelles et pas uniquement pour des clashs dessus. C'est pas simple, effectivement. Et je pense que ça demande une envie relationnelle forte pour déminer. Oui, parce que tu n'auras pas de KPI qui vont te donner ça. Non. Ils n'existent pas. Donc, ta solution, c'est d'aller manger avec eux, de prendre leur ressenti, de voir un peu leur feedback. Tu sais, par définition, si tu les intègres pas, ça va pas bien se passer. Donc ça, OK, ce point, mais de voir un peu qui tu vas faire monter, qui est motivé. Alors, parce qu'aussi tu as différentes vérités, hein. Tu as des gens qui vont faire, le run et qui veulent pas bouger du run, qui sont très bien comme ça, hein. Donc, tu vas voir ceux qui sont motivés, tu vas un peu les nommer pour être, plus part intégrante, de ton programme, dans le design, dans la conception, dans les tests et tout ça, tu vas le mettre en place. Mais c'est tout de la relation un peu informelle, du soft skill, du repas à la cantine, d'une pause café. Un directeur de programme, il va passer pas mal de temps aussi à faire des pauses café avec les gens, discuter avec eux. Voilà, faut que tu tisses des liens un peu avec l'intégralité des gens Mmh. de la DSI. Et là, on parle de SAP, mais ça va aller même plus large que SAP, quoi. Mmh. Et ça représente un temps additionnel à la journée, enfin, faut l'inclure dedans. Ça veut dire des grosses semaines, en termes de travail pour justement à la fois, créer ce lien, le garder. On le sait, c'est une des conditions de la réussite des projets, pour ça. Les problèmes techniques, ça se résout avec des arbitrages. Mais c'est pas simple parce que quand moi j'interroge des directeurs de programme ou autres et qui veulent quitter leur poste, alors qu'il y a des programmes qui sont en cours, nous on en a effectivement un portefeuille sur lequel on veut recruter et ils me disent, «Bon, là j'ai un désalignement avec ma direction. Sur la stratégie, j'arrive pas à les suivre. Enfin, je veux pas les suivre ou du moins je me sens plus en confort par rapport à ça». Le deuxième sujet, c'est les moyens financiers effectivement qui sont donnés pour ça et le troisième, alors moyens financiers, on peut rajouter, cost killing parce qu'effectivement, actuellement, c'est un peu raide pour certaines entreprises et donc le projet était bien parti, mais là, il faut faire -10, -15%, il y a pas le choix pour qu'effectivement les bilans, sortent, derrière et c'est eux qui effectivement se retrouvent, au milieu du gué. Je dirais, enfin, effectivement pour apprendre tous les feux de tout le monde. Qu'est-ce que tu en penses toi, effectivement de est-ce qu'il faut partir quand on est désaligné avec la stratégie d'entreprise globale de la direction générale? Ou faut courber le dos ou faut trouver il y a des alternatives? C'est dur. Heu, c'est la question est pas évidente. Il y a des changements de stratégie qui sont des changements court-termistes et qui vont changer. Donc ça, faut courber le dos. Voilà, on peut avoir, si tu pars sur une question de costing, de budget sur un projet, le budget qui était alloué au début, il va bouger dans le temps, hein. Tu vas avoir des réductions, tu vas avoir un moment, ça va être remis, dans le pot. Ça va bouger, hein. Tu peux te retrouver avec des équipes, qui diminuent fortement à un moment, qui sont réaugmentées. Tu as plein de vérités projets, mais faut pas s'attendre à ce qu'un projet S4, tu étais, 70 000 000 au début là, tu es tranquille, tu vas les gérer, tu as tes équipes et ça va pas bouger. Si, ça va bouger et c'est comme ça, parce que si l'entreprise prend un profit warning, ben, elle va baisser ton budget. C'est pas grave et elle va descoper, elle va dire: «Bah, c'est parti, je la fais pas, je verrai plus tard». Je sais pas, ça peut être, n'importe quoi, ça peut être: «Ah bah, je voulais faire, SAP Concur pour les notes de frais, bah, allez, j'enlève, hop, c'est pas grave, je garde ma solution actuelle». Je donne un exemple, mais ça peut être, plein d'autres exemples. Donc ça, il faut quand même accepter que tu as des moments, ça baisse, il y a des moments, ça remonte, tu as pas une vérité d'entreprise qui est plane. Eux, ils doivent sortir un PNL, ils doivent plaire aux actionnaires, toutes ces choses-là, ça a bougé. Il faut être beaucoup dans l'adaptation. Ouais. Après, si tu as un désalignement total avec ta direction générale, oui, OK, bah, dans ce cas-là, tu pars. Mais le désalignement total avec une direction générale, je l'ai pas souvent vu quand même, hein. Il y a bah, moi, parfois j'entends. Mais ou alors effectivement, peut-être les Faut motifs voir ce que c'est qui étaient évoqués derrière. qu'est-ce que tu mets derrière? Oui, moi Oui. j'ai vu une DSI, chez Sodexo, partir parce qu'elle était pas alignée avec la DG. OK, mais directeur de programme, tu es pas non plus DSI quand même, hein, Non,
Mais il y a une autre variable qui rentre en compte, c'est les effectifs qui sont pilotés. Moi, ça m'arrive d'interviewer effectivement des directeurs de programme qui peuvent piloter 50, 100, 150 personnes en pilotage, hein, je parle bien pas en direct derrière, et puis qui effectivement, à un moment, bah, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, puis effectivement arrive à 10. Il y a pas besoin de plus. Effectivement, on est dans le run et qu'il y a pas de projet qui sont budgétisés derrière ou autre. Donc effectivement, ils mobilisaient beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde qui était sollicité derrière. Ça fait partie du côté pompe du poste. Effectivement, Oui, pour ça, on parle d'ego, hein, ni plus ni moins. oui. Et puis à un moment, on se retrouve avec peu de chagrin derrière. Alors la paye, c'est la même, mais effectivement, bah, on pilote des projets mineurs pour ça ou autre dessus. Ça, c'est aussi un des éléments pour partir. Je dirais qu'effectivement, ces personnes veulent reprendre ces projets parce que ce que je dis, ça a l'air plus facile de piloter des équipes de 100 personnes que de 10. Effectivement, c'est management indirect, il y a des relais derrière, et il y a moins de pression qu'effectivement qui vient de la base derrière. Qu'est-ce que tu en penses de cette variabilité effectivement des effectifs qui sont mobilisés, des ressources? Ça va être la vérité de ton métier. Tu vas te retrouver à un moment avec 80 personnes, l'année d'après, tu vas te retrouver avec 20. C'est forcément, c'est les phases, c'est les projets évoluent, on est scope, on re-scope. Tout ça, il faut accepter. Bah, après, effectivement, c'est un problème d'ego. Les gens, ils se mesurent à la taille du budget qu'ils gèrent. Moi, je suis pas comme ça. C'est pas mon intérêt. Mon intérêt, il est plutôt d'apporter de la valeur à l'entreprise que dire je dirige un projet de 120 millions ou 60. Pour moi, finalement, c'est pas assez peu, assez peu d'importance. Bon, donc tout ça, il faut que tu l'acceptes, que ça soit mouvant dans le temps. Mmh. Mais pour moi, ça devrait pas être un problème. L'idée, c'est que tu pilotes des projets pour une direction, que tu les livres et que tu apportes de la valeur. Le sujet du statut, 3 possibilités, être salarié d'un client entreprise SAP, être mis à disposition par un cabinet conseil pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, du côté de la DSI, ou alors freelance. Ces trois statuts ont des avantages et des inconvénients, et lesquels toi tu as vu? Moi, j'ai vu soit interne, soit freelance. Mmh. J'ai pas vu, un Accenture, mis en régie, en direction de programme. D'ailleurs, les gros, souvent, ils veulent plus faire ça parce qu'en fait, ils arrivent pour vendre que des projets au forfait avec, tout le dispositif, qui va avec. Heu, donc eux, ils veulent pas te vendre, quelqu'un. Après, il y a aussi un problème de coût pour l'entreprise puisque, le prix d'un directeur de programme freelance et le prix d'un directeur de programme, PwC, il n'est pas tout à fait le même, hein. Mmh. Ça peut coûter cher un directeur de programme, d'un EY, d'un Price. On peut arriver sur du, 3 700, 3 800, 4 000 € au jour, hein. Mmh. Un freelance, ça sera moins cher. Donc globalement, le client, soit il t'embauche pour moi, s'il trouve pas, bah, il faut quelqu'un, bah, il prend un freelance. Mmh. Mais pour toi, c'est quoi la position la plus confortable pour travailler? Est-ce que ce statut contractuel de freelance, il te protège, mais effectivement, tu fais pas partie de la maison, et ça, parfois, effectivement, bon, ça peut se ressentir. Le contrat de travail avec un employeur, c'est un lien de subordination, donc s'il est à droite, tu vas à droite, tu vas à gauche, par rapport à ça. Qu'est-ce qui est le plus et moins, tu as vu les 2 côtés? Freelance, tu auras cette même problématique parce que si ton DSI te dit, on va aller à gauche, tu vas aller à gauche aussi, hein. Tu as pas de contrainte de subordination, OK, mais c'est quand même, ton donneur d'ordre. Donc tu vas pouvoir, hein, peut-être challenger, peut-être dire, peut-être pas, dans l'écoute, dans la discussion, mais globalement, c'est un moment, lui prend une décision, c'est le numéro 1 de la direction informatique, tu vas devoir y aller. Donc pour moi, je vois pas trop de changements. Mmh. Je pense que ce métier est aussi dur à le faire en freelance qu'en interne. Peut-être en interne, c'est un peu plus facile parce que tu es interne, donc les métiers vont faire un peu plus attention avec toi parce que tu fais partie de la boutique, que Mmh. si tu es freelance, ils ont tendance quand même à être un peu plus durs. Ils savent que tu es là sur un temps donné. Donc s'ils évitent de le savoir, c'est mieux. Déjà, ils le savent pas forcément, hein. Toi, finalement, tu es DSI, hein. Des fois, tu te retrouves même avec des emails où c'est pas marqué externe, donc ils savent pas forcément, tu vois? Mmh. Voilà. Mais globalement, les 2 postes, sont quand même difficiles. On va pas se cacher. Je pense pas qu'il y ait un statut qui présente un réel avantage. Après le statut de freelance, moi, c'est celui que j'ai choisi parce que c'est celui qui me permet de changer de compte. Le problème que tu as si tu es interne, donc tu arrives pour diriger ton programme S4. Tu mets en place ton S4. Après tu pars en run. Mmh. Après, c'est moins intéressant quand même ce que tu vas faire. Donc qu'est-ce que tu fais derrière? Est-ce que tu pars pour,
encore plusieurs années? Est-ce que tu rentres chez un client pour quelques années? Tu vois, c'est un peu tout le choix. Et maintenant, les clients, ils commencent à le savoir, ça. Donc, ils savent que c'est compliqué à garder motivé certains types de postes, certains profils une fois que le projet est fini. Ouais, tu sors d'une période où il y avait 15 000 trucs à faire tous les jours, toutes tes journées étaient occupées, tu as géré des milliers de problématiques, ça a été super intéressant, et puis d'un coup, ça tombe un peu quand même. Mmh. Bah, mais ça, c'est on le sait et le turnover dans les entreprises, est lié plus aux phases projet que l'entreprise elle-même, par rapport à son activité économique, ou qu'est-ce qu'elle vend ou si elle achète. Et c'est un vrai sujet dans la tête des consultants, des directeurs de projet ou autres, c'est la visibilité sur les projets. Est-ce qu'il y en a? Est-ce que c'est pour 1 an, 2 ans, 3 ans? Et qu'est-ce que les personnes vont faire? Heu et je pense effectivement, moi j'ai pas de bonne réponse. Je pense qu'il faut naviguer entre les statuts au gré des projets. Ça arrive que des freelances soient internalisés aussi, hein. C'est quelque chose qui effectivement qui se fait quand les projets commencent à durer un peu longtemps, parfois il y a des arbitrages en disant: «Bon, moi, on internalise la personne». Parce qu'effectivement, comme tu dis, la crédibilité parfois face au métier, fait partie de la maison, c'est peut-être un peu plus facile pour embarquer, effectivement les trucs et puis la personne peut se retrouver aussi, heu, supérieur hiérarchique officiel des équipes. Ça joue aussi pour ça. C'est plus la même histoire que des trucs effectivement un externe. Tout ça effectivement, je pense que c'est à prendre en compte parce que c'est plus des emplois de salariés classiques. C'est pas la même histoire qu'effectivement où on est expert fonctionnel, chef de projet, même voire de directeur de projet ou responsable de domaine, derrière. Je dis pas que effectivement ce sont des un peu comme des pilotes de bateau qui vont naviguer au gré des projets et du vent qu'il y a par rapport à ça. Maintenant, l'objectif effectivement de ce talk, c'était effectivement de sensibiliser, des consultants, des chefs de projet dans ce domaine, d'aller effectivement ou pas, effectivement sur ces métiers-là. Quels conseils tu aurais à leur donner? Voilà, qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent dans les 12-18 prochains mois? À quoi ils devraient être curieux pour se dire: «Bah, pourquoi pas? Est-ce que ça pourrait le faire? Ça pourrait faire pour moi?» Il y a plusieurs pans à travailler. Je pense il y a un premier, c'est, voilà, on va commencer par être consultant sur un module SAP. Il faut quand même élargir sa vision. Ça veut dire que faut que tu maîtrises l'architecture de S4, avec y compris des solutions cloud, des middleware. Il faut que tu t'intéresses plus à, l'intégration, process end-to-end. C'est-à-dire, si je parle d'un process P2P, je suis bien de ma demande d'achat à ma réception de ma facture, à mon paiement fournisseur. Donc l'intégralité avec ce qui va être potentiellement dans un back-office SAP, ce qui va être potentiellement dans des fronts qui sont hors SAP. Donc il faut élargir un peu tout ça. Le deuxième point, c'est qu'il faut se renforcer quand même en compétences de gestion de projet et en pilotage. Donc il faut faire, comme je disais, une formation, par exemple, PMI. PMI est une bonne formation, pour comprendre, comment on va gérer un projet. On a déjà parlé, c'est, tout le contrôle budgétaire, la planification du budget. Ça, c'est un pan super important, du directeur de programme. On est jugé là-dessus. Et il faut commencer à voir, à encadrer, des intégrateurs, à voir, comment ça se passe, des comités de programme, avec des intégrateurs. Voilà. Mmh. Il y a un autre pan, moi, qui est super important pour moi, on parle pas assez parce qu'on parle que de S4, c'est quoi les enjeux métiers du secteur? C'est quoi la transformation qu'il faut amener dans les entreprises pour qu'elles aient plus de valeur? On a tendance à penser trop IT, à pas penser assez business, et je pense qu'à l'avenir, on pourra faire un petit laïus là-dessus, mais avec l'avènement de l'IA, Mmh. on va s'orienter de plus en plus vers des projets, driven data, driven, business. Et puis après, bon, il y a tous les soft skills, donc ça, améliorer ses compétences en leadership, en communication. Un truc bête, hein, c'est, comment vous faites les slides, hein, regardez comment font des slides, certains cabinets premium, essayez de vous en inspirer. Ça joue la forme, hein, de comment on communique, hein. Mmh. Un client, il attend que vous faites des beaux slides, hein. Et encore, ça dé plus selon certains secteurs. Moi, je vais passer dans le luxe. Dans le luxe, un slide, il faut qu'il soit beau, sinon il est pas lu. C'est comme ça. Donc il y a pas que le fond, la forme est au moins aussi importante. Ouais. Et tu vois un exemple, c'est si tu reçois un CV d'un cabinet premium style PwC, il y a toujours mis en avant le secteur. Ça veut dire, est-ce que le consultant a déjà travaillé dans le secteur?
Par exemple, là, dans le luxe, ils font très attention à prendre des gens qui ont des références dans le luxe, ils connaissent les codes du secteur, comment on communique avec des métiers, c'est quoi les spécificités du secteur, comment ils veulent se transformer, parce que à peu près toutes ces entreprises de secteur luxe, elles ont un peu les mêmes problématiques, hein. C'est l'approvisionnement des matières, c'est la gestion de la traçabilité. C'est un exemple, hein. Demain, quelqu'un qui va aller dans une boutique de luxe, il veut un vêtement en coton bio, il veut savoir où est-ce que le coton bio a été produit. C'est tout ça l'avènement, c'est de dire: «On va mettre, la gestion des numéros de série dans SAP pour vraiment savoir où est ton produit, quand est-ce qu'il part de l'entrepôt, quand est-ce qu'il arrive en boutique», tu vois? Voilà, elles ont toutes un peu les mêmes problématiques, ces entreprises. Donc il faut s'intéresser aussi au business. C'est ça qu'on va vous demander, c'est de transformer l'entreprise, c'est pas de faire des interfaces. Et ça signifie que est-ce que, des formations de master en stratégie, d'école de commerce ou d'ingénieur, ça peut être aussi un moyen d'élargir et de voir comment fonctionne globalement l'entreprise et d'acquérir ces codes au travers de ces masters exécutives ou autres, pour justement se confronter à ces acteurs du luxe, si on vient d'automotive, de l'industrie, du nucléaire, enfin, ouais, pour sortir un peu, du contexte, socio, je dirais business de l'entreprise historique que les personnes a pu acquérir. Le changement de poste, il y est, mais il est pas tant que ça dans sa carrière et souvent on fait 1, 2, 3 secteurs maxi. Or là, ça peut être n'importe quel secteur et il faut je pense qu'effectivement tu as raison, il faut avoir ces codes, d'interaction avec ces personnes. C'est pas les mêmes dans l'automotive, c'est pas les mêmes dans le luxe, c'est pas les mêmes problématiques, elles sont pas soumises aux mêmes, pressions économiques par rapport à ça, pressions médiatiques aussi et ça rejaillit fortement dans les DSI et les directions métiers. Est-ce que maintenant, est-ce qu'aussi, bon, ça vaut le coup d'aller de toquer à la porte de la formation pour aller faire sortir un peu d'entreprise pendant quelques mois ou et les faire? Ou non? Je sais pas si un master en stratégie va te forcément il va sûrement t'aider. Bon, j'en ai pas fait, donc j'ai un peu du mal à m'exprimer là-dessus. Mmh. Moi, je sais que si un secteur qui t'intéresse, tu peux lire. Il y a beaucoup de documentation, il y a des gens qui écrivent des bouquins là-dessus, sur les transformations des secteurs. Il suffit d'aller à la Fnac, il suffit de prendre un bouquin. Moi, il y a pas longtemps, j'ai acheté un bouquin sur les transformations du secteur du luxe, tu vois? Et je les ai appris aussi comme ça en lisant. Donc il faut que tu prennes du temps. C'est des postes aussi où on va te demander de prendre du temps un peu en dehors pour savoir les transformations du secteur. Il faut aussi que tu fasses un peu de la veille technologique sur qu'est-ce qui va arriver. Il faut que tu sois capable de prendre de la hauteur et de t'élargir. Heu, donc heu, donc voilà, il faut quand même penser à ça, que c'est un métier où on va te demander quand même d'aller Oui, voir un peu ailleurs, d'être un peu pluridisciplinaire, de voir ailleurs, de réfléchir, de prendre du temps à la réflexion. Voilà. Moi, quand j'étais chez Sodexo, j'ai essayé de dédier, 20 de mon temps à ça. mmh. Ce qui représente un jour semaine, hein. Ça, Ouais. c'est du temps. C'est-à-dire t'approprier le business de la restauration collective. Exactement. Mmh. Et qui est compliqué puisqu'on va avoir de la restauration collective, pour les entreprises, pour les hôpitaux, pour les EHPAD, tous les événements sportifs, c'est pas tout à fait le même. Ils ont eu une phase de covid, ils ont dû transformer leur métier. Les nouveaux chemins d'acquisition, des clients, ils sont pas simples. Les gens, ils font du télétravail, ils vont pas dans les cantines, bah, ça laisse ce chiffre d'affaires. Il faut Mmh. récupérer ce chiffre d'affaires. Donc c'est tout ça, il faut s'intéresser à comment ces entreprises vont essayer de se transformer, dans le secteur. Et puis globalement, toutes les grosses entreprises d'un secteur, elles ont à peu près les mêmes problématiques, hein. Mmh. Voilà. Le sujet et puis effectivement on va clôturer cet échange, c'est l'IA. L'IA effectivement, il y a un engouement, une hype, à tort ou à raison, toujours est-il qu'elle est là. Elle est présente, elle entre effectivement dans le métier de consultant SAP, elle arrive aussi je pense à des niveaux de direction, soit elle vient par la direction parce qu'effectivement elle est imposée, il faut rentrer là-dedans, on peut pas passer à côté. D'autres se disent: «Mais c'est des données on va avoir des notions de données structurées, données non structurées». Le RP, ce sont des données hyper structurées, c'est fiable à 99,9 dessus. L'IA a une plus-value énorme sur les données non structurées, sur le littéral, le sémantique, derrière. Là, c'est faire cohabiter des données un peu bordéliques, effectivement, avec des données structurées. Tu arrives maintenant, on Joule arrive, quel impact il va y avoir? Des métiers se transforment aujourd'hui. On a un spécialiste effectivement qui est William Villepoix qui effectivement qui est présent, que j'ai déjà interviewé sur ce sujet. Effectivement, c'est cette transformation de la data, de la mutation des départements BI aussi,
Ces départements BI sont peu évoqués. Souvent, ils arrivent en fin de course. Voilà, c'est un peu effectivement parent pauvre des projets, alors qu'effectivement, ce sont des capteurs, des senseurs, des ROI en permanence. Qu'est-ce que tu en penses effectivement de cette notion de data et d'IA qui arrive assez fortement dans l'entreprise aujourd'hui? Alors, moi, je pense il y a 3 temps, il y a aujourd'hui où on en est. Bon, l'IA, elle est marginale. Mm. Tu as quelques use cases ponctuels sur du RPA, sur du scan facture. Demain, je pense qu'avec Joule, avec l'IA, on va intégrer des chatbox aux utilisateurs qui vont dire, par exemple, quels fournisseurs vont présenter un risque, ça va te sortir quelque chose. Tu vas avoir de l'IA aussi dans le delivery, comment tu vas générer automatiquement des specs, comment tu vas utiliser l'IA, comme tu dis un peu dans ta migration de données. Ça va t'aider pour faire ton cleaning de data. Ça, pour moi, c'est le temps 2. Et on va arriver à un temps 3, un moment, alors je ne sais pas quand il est, mais c'est ma vision, c'est tu as un ERP qui est auto-apprenant, c'est-à-dire que l'IA te présente des simulations, tu fais la simulation, par exemple, tu as une chaîne de prod qui pète quelque part, comment tu vas compenser avec tes zones chaîne de production pour ça. Donc là, c'est l'humain qui va arbitrer la simulation que propose l'IA. Je pense qu'on aura moins de devs spécifiques, parce que l'IA va pouvoir couvrir des besoins de spécifiques qu'on fait aujourd'hui, donc on devrait les diminuer. Par contre, on va orienter une gouvernance qui va être plus sur l'éthique de l'IA Mhm. et plus sur la cybersécurité, parce que ça va forcément augmenter, et la qualité des données. Pour moi, donc, tu arrives un peu sur un projet qui est plus business data driven qu'aujourd'hui IT. Donc, ça va faire un peu évoluer. Tu as un risque, ça veut dire que tu augmentes ta dépendance aux hyperscalers, tu augmentes ton risque cyber, et tu as quelque chose à jauger qui va être ton biais IA. Parce que lui, il va te proposer de faire des choix. Est-ce que tu les acceptes? Est-ce que tu les acceptes pas? Il y a un changement de mentalité à faire. Et si je prends sur le directeur de programme, bah, ça va quand même automatiser une partie de la PMO. Donc, on va quand même gagner du temps. Et je pense que le directeur de programme, il va être plus focalisé business, alignement sponsor et création de valeur avec les métiers. C'est un peu moi ce que je vois qui se pointe. Après, la temporalité, j'en ai strictement aucune idée. Mm. Mais bon, aujourd'hui, on entend parler d'IA, mais on n'utilise pas vraiment sur les projets. Non. Alors, il y a effectivement l'annonce d'OpenAI qui consiste à, pour un grand compte, acheter un projet à des millions de dollars minimum, faire appel effectivement aux consultants et aux directeurs d'OpenAI qui viennent sur un site, de leur confier un département métier ou une entité ou là-dessus, et d'avoir une approche full AI, c'est-à-dire de donner toutes les données effectivement à un GPT interne, d'avoir leurs consultants dédiés 50% du temps chez eux, et à partir de là, de modéliser, comme tu dis, des améliorations des flux sans juste par curiosité, c'est-à-dire pour ça. Alors, il faut les moyens financiers pour pouvoir le faire, c'est pouvoir se les payer, et cette approche est un peu novatrice, qui se disent on oublie la donnée telle qu'elle, la structuration des flux, laissons l'IA pour faire des suggestions, mettons-y les moyens, et voyons ce que ça peut donner derrière. Après, les petits cas de POC, effectivement, 90% font des flops. On le sait, mais c'est normal, c'est le début de l'histoire, et c'est presque il y a pas, on ne s'est pas à s'inquiéter pour ça, pour l'adoption. Eux, là, ils y vont un petit peu fort, ils ont annoncé ça. Il fait qu'il y a 1, 2, 3 qui se disent, bah, j'essaye, et qui se disent, bah, moi, mon département marketing, qui a un peu des données un peu moins structurées que les containers entre Shanghai et Rotterdam, bah, j'ai augmenté ma productivité de 50-60%. Ça peut faire tâche d'huile d'arriver effectivement à cette démarche-là que personne ne maîtrise. C'est vraiment quelque chose on est dans la nouveauté. Tu vas avoir une question quand même qui va se poser, c'est la souveraineté de ta donnée. Hein. Ça veut dire qu'il faut que tu places ta donnée sur des serveurs qui ne sont pas forcément dans ton pays. Ça peut être un problème pour certaines entreprises. Hein. Exemple, si tu prends l'AIFE, l'Agence informatique financière de l'État, donner des données de commandes, chars d'assaut, de missiles sur un chat GPT stocké aux États-Unis. Mm. Mm. C'est un bémol quand même, hein, mais parce que moi, j'ai déjà participé à des discussions là-dessus avec eux, sur la souveraineté des données. Déjà, ils ne voulaient pas un cloud non hébergé en France. Donc, déjà, c'était compliqué. Voilà. On était déjà là-dessus, voilà. Mais il y a toutes les problématiques qui vont arriver, à mon avis. Mais ça signifie que, moi, où je veux en venir, c'est que notre population, à peu près les 20 000 spécialistes SAP qui sont en France, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils rentrent. Il faut qu'effectivement, pas qu'ils se forment, mais qu'ils se sensibilisent à cette démarche-là. Là, on avait une démarche d'un métier qui attendait une
une évolution d'un paramétrage, une fonctionnalité ou de rendre service pour ça, l'IA arrive par toutes les fenêtres, toutes les portes, je dirais, toutes les cheminées d'un seul coup. On ne sait pas où est le danger. On voit des métiers qui commencent effectivement à baisser. Les basis, effectivement, il y a de moins en moins besoin. Les abatteurs, c'est compliqué. Maintenant arrivent les profils BI, BW aussi, c'est compliqué aussi. Chaque 6 mois, on voit effectivement des mutations de ces métiers. On ne sait pas si c'est uniquement le secteur qui est baissier. On ne sait pas effectivement s'il y a de l'offshoreisation, une offshoreisation qui se met en place, ou s'il y a une baisse de priorisation dessus. Voilà, pour ça. Tout ça additionné, est-ce que finalement, c'est cette notion d'IA qui arrive, c'est pas un relais de croissance? Parce que c'est de la communication, un consultant SAP d'abord, c'est un spécialiste technique par la suite, fonctionnel et technique, et que finalement, moi, je ne sais pas quelle formation il faut suivre, préconiser ou autre dessus, mais en tout cas, rentrer là-dedans, et je pense qu'effectivement, la notion de directeur de projet de programme, aujourd'hui, c'est pas une nouvelle casquette, enfin, c'est une nouvelle casquette qui arrive. Je pense qu'il faut commencer à se poser des questions sur les projets qu'on a vécus, sur l'IA, quel use case, sur à quoi ça pourrait nous servir demain sur les projets. Je pense qu'il faut penser en termes de use case. Il faut se dire, par exemple, ce que je disais, quel fournisseur présente un risque, voilà. Comment je vais pouvoir commencer à lancer la discussion avec un DSI de tu vas pouvoir mettre de l'IA dans tel endroit ou dans tel autre endroit. Parce que il va falloir quand même rentrer un peu dans le détail que dire, l'IA. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le langage, c'est l'IA arrive, OK, très bien, et qu'est-ce qu'on en fait? Donc je pense qu'il faut penser use case. Moi, c'est comme ça que j'aborderai, c'est comme ça que je commence à réfléchir un peu sur ces termes, de use case. Mais c'est tout récent, hein. Pour moi, ça fait quoi qu'on entend parler de ça, 6 mois, 7 mois? Mmh. Avant, on n'en parlait pas, hein. Mmh. Je pense qu'il y a des trains qui sont à prendre. Ils sont pas tout de suite. En tout cas, c'est un sujet. Alors, on ne voit pas qu'on a les CV, on voit des certifications qui commencent à le faire, qui existent, du moins des formations qui sont en ligne, plus que des certifs. Non, je pense qu'il faut s'accoutumer et s'abonner effectivement aux formations, les faire pour comprendre comment ça fonctionne. Parce que de tout à un moment ou à un autre, soit l'utilisateur l'utilisera, le user ou super user va l'utiliser, ça c'est sûr. Lui, c'est la meilleure cible à l'utiliser pour ça. Le consultant fonctionnel, oui, ça peut l'aider. Le consultant technique, c'est super, ça débug plutôt bien, c'est ce qu'on m'a dit. Ça code plutôt bien maintenant de mieux en mieux pour ça. C'est aussi fort pour les tests et la recette. C'est un super détecteur d'anomalies pour ça. Le plus, c'est que ça coûte pas cher et qu'effectivement, ça répond vite. Après, effectivement, il faut toujours un humain pour contrôler là-dessus. Ça a aussi un impact sur les centres de support qui, effectivement, sont en train de muter, c'est-à-dire les tâches à faible valeur ajoutée, elles seront automatisées, enfin, ou traitées en amont ou en aval. Et après, moi, peut-être que je me trompe, mais je pense que les centres de TMA vont prendre de plus en plus de place. Il y aura presque plus que des niveaux 2, niveau 3, pas des niveaux 4 pour ça. Et ils vont de plus en plus parler aux clients plutôt que de traiter des tickets derrière. Et finalement, c'est un peu ça passe par en pause, chose qui était pas très sexy d'aller dans un centre de support. Finalement, peut devenir presque plus intéressant que d'aller sur les projets, parce que ce qui va arriver, déjà sera peut-être pré-mâché par l'IA, et tout le savoir-faire sera soit en communication, soit en analyse, soit en préconisation derrière. Pour ça, il va se renchérir. Mon niveau 1 va disparaître, effectivement. Tu vas le remplacer par l'IA, le niveau 1 de gestion de tes tickets. Ça le fera faire. Donc c'est sûr que oui, ça va changer, il va falloir des gens reclasser des gens aussi, hein. Parce que c'est les niveaux 1 dans les entreprises, ça peut être beaucoup de monde, hein, donc il va falloir reclasser tout ça, il va falloir réfléchir à comment on organise, un peu ça demain. Bon, très bien. Et ben, on va prendre la question de William. Si vous en avez d'autres, vous pouvez les poser. Et puis après, effectivement, on va clôturer l'échange, que je trouvais super intéressant. Je pense effectivement que c'est quelque chose qui est à reproduire avec d'autres experts ou faire des personnes qui veulent parler de leur métier. Faut pas hésiter là-dessus. William Villepoix pose la question: quelle est votre interprétation du niveau de maturité autour des solutions type BTP, SAP Build, Fiori, Joule, voire Data IA, BDC, et surtout dans quelle mesure elles ont leur part dans les réflexions de la direction de programme SAP, notamment en termes de roadmap? Elle est assez basse aujourd'hui, pour dire la vérité. Les clients ne savent pas ce que c'est aujourd'hui. Quand ils lancent un projet, même greenfield, BTP, ça leur parle pas. Potentiellement, en plus, ils viennent de pas SAP, donc en plus, ils doivent se mettre là-dedans. Donc il faut quand même réussir à monter des équipes internes. Ça veut dire qu'il faut renforcer les clients sur un service un peu technique, un peu BTP, et qui va être capable aussi, de contrôler ce que va faire l'intégrateur. Et tout ça, c'est une phase qui est en train de se faire. On est quand même au début.
Et je pense que même les intégrateurs maîtrisent pas forcément par cœur tout ça. Moi, on m'a sorti l'exemple où ils savaient pas coder dans BTP, ils codaient dans le Core. Voilà, et c'est un intégrateur très connu du marché, je vais pas le citer, ça, hein. Mais donc, je pense qu'on est encore au début de la réflexion. Il faut essayer de leur apporter de la valeur ajoutée là-dessus sur c'est quoi la BTP, à quoi ça va servir demain, comment on va l'utiliser, et c'est un peu sur ces nouveaux standards. Donc, je pense qu'on est encore un peu au début de la réflexion, malheureusement. Ouais, je confirme, effectivement, quand on regarde le nombre d'occurrences de BTP dans les CV qu'on a en base ou sur LinkedIn, ça reste faible au moment. Après, les personnes qui sont formées dessus, certifiées ou autres, il y a quelques personnes qui, effectivement, ce sont des profils intégrateurs. Effectivement, c'est leur métier là-dessus, mais on est vraiment dans la virgule, c'est vraiment très, très faible. C'est un sujet qui n'est pas abordé, il n'y a pas d'évangélisation, il y a peu trop, il y a pas, on peut pas dire qu'il n'y a pas de projet. En tout cas, la ressource n'est pas là. Ouais. Clairement, il y en a pas dans les il y en a pas assez. Moi, j'ai toujours été un peu, précautionneux sur, il faut acquérir les nouvelles techno. SAP, ça reste encore 80 enfin, je sais pas, 70 de base installée ECC. Il y en a encore pour des années, derrière. Certains dépasseront la maintenance, ils s'en foutent, Oui. ils continueront, là-dessus et ils iront pas sur le projet S4 pour ce qu'ils ont à faire, derrière, certains secteurs. Ça veut dire qu'aller sur du S4, aller effectivement sur les toutes dernières techno, les IA, enfin RPA, tout ce qui sort effectivement là-dessus, c'est moi je peut-être un risque d'être décalé par rapport au marché. L'employabilité, Mmh. c'est la courbe de Gauss, c'est le milieu. Voilà. Il faut pas être au premier quartile, pas dans le dernier non plus. Là où c'est le mieux payé, c'est là où il y a la tension. Et aujourd'hui, ça reste encore le paramétrage par rapport à ça. Et là, c'était un des sujets qu'on avait abordé, c'est expert fonctionnel. On trouve des postes à 100 000 en fixe, hein, et ça peut exister sur certains sujets. Directeur de programme, c'est 130, 140 000 euros. Est-ce que ça vaut le coup, ces 30 à 40 d'aller gérer 100 personnes, 45 millions d'euros, alors qu'on pourrait être tranquillou, effectivement, à faire des specs fonctionnels depuis la maison? Mais Peut-être pour clôturer, gérer l'échange, mais en tout cas, ça fait un sujet. je donne juste un exemple pour clôturer. Dernièrement, c'est posé la question. Un manufacturing executing system, donc un outil de gestion de la prod dans les ateliers. Est-ce qu'on prend une solution du marché, comme Dassault, Aprisio, ou est-ce qu'on code ça dans BTP? C'est des questions qui se posent aujourd'hui chez les clients. Qu'est-ce que ça va apporter de faire ça dans BTP plutôt que d'aller prendre une solution cloud qui est outil du marché? Donc il va falloir se poser des questions, essayer de montrer au DSI les avantages et les inconvénients de chaque chose, en termes de coût, en termes d'évolution, en termes de fonctionnalité. Donc voilà, c'est toutes des questions qu'il faut se poser aujourd'hui. Mmh. Pour ça. Mais c'est un vrai sujet, effectivement, d'y aller ou pas d'y aller. Moi, j'incite effectivement un peu à faire les consultants, les sales managers, de faire les petites souris dans les réunions, les appels d'offres, les préparations des appels d'offres, ces réunions effectivement où les directeurs de programme ou de projet sont là pour se dire ah ça m'intéresse pas. Parce que si les personnes ne se projettent pas dedans avec tout ce que tu as décrit là, pendant l'heure et demie, et je te remercie effectivement là-dessus, je pense qu'il faut pas y aller. Effectivement, c'est pas fait pour, et je pense qu'il faut certaines personnalités dessus. Et puis il faut aussi apprendre à perdre son métier historique, à l'abandonner. Tu fais plus de Oui. paramétrage, tu as une distanciation sociale et organisationnelle nécessaire, parce que tu peux pas être partout tout le temps pour ça, et tu te protèges aussi effectivement de tout le charivari qu'il y a dans les rédactions, les specs, les tests, les recettes, et puis effectivement toutes les tensions qu'il y a pu y avoir. Tu n'es plus appelé pour les autres types de missions. OK, non, mais c'est un changement de métier complet, hein, donc faut se dire, j'abandonne un peu SAP, hein. Voilà, faut autre chose. Bon, très bien. Grégory, est-ce que tu vois effectivement, attends, je vais couper le micro de voilà. Tu m'entends, Grégory? Oui, oui. Ouais. Est-ce que tu as un mot effectivement à rajouter? Parce que pour moi, effectivement, j'ai trouvé ça super intéressant. Je pense que tout le monde aussi en a participé. On recommencera effectivement sur d'autres sujets sur LinkedIn. Cette fois-ci, j'espère que ça marchera effectivement en trouvant le bouton démarrer le direct. On republiera ce live talk quelque part pour que tout le monde puisse en parler. N'hésitez pas, ceux qui ont participé, à le partager une fois qu'on aura publié. Je pense que ces métiers sont pas suffisamment visibles. Effectivement, pour la première fois, Grégory, effectivement, je le remercie de l'avoir partagé son métier, son quotidien et à quoi ça ressemble. Justement, hein, sur les gens qui ont été présents, que ce soit consultants qui sont intéressés par le métier, soit clients qui veulent voir comment faire une démarche projet, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn. Si vous avez des questions, je vous réponds, je peux prendre un peu de temps, j'ai pas de problème. Quand il y a des questions un peu générales, on va pas forcément y répondre là, donc
n'hésitez pas à m'écrire. Moi, je prendrai les points, puis je vous répondrai. Voilà. Sinon, non, je pense qu'on a fait un peu le tour des facettes du métier. Juste pour rappeler, n'oubliez pas que c'est un métier où on va forcément s'élargir au-delà de SAP. Voilà. Aujourd'hui, on est dans des écosystèmes beaucoup plus complexes et beaucoup plus larges que uniquement SAP. Très bien, pour vous d'accord. Merci à tous. Et puis, au prochain live, on organisera.